vous retrouve aujourd'hui dans ce petit cours de géopolitique pour vous parler du Nigeria, où les élections qui ont eu lieu en avril 2007 peuvent entraîner des changements dans ce pays. C'est un gros producteur de pétrole sur le marché mondial. Il contribue aux forces de maintien de la paix sur le continent africain. Il est candidat à un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, faisons connaissance avec le Nigeria. Voici une carte du continent africain. Le Nigeria a pour voisins le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun. Il a 140 millions d'habitants pour un territoire de près d'1 million de kilomètres carrés. La Benue et le Niger structurent ce pays autour du plateau central, et c'est d'ailleurs ce fleuve Niger qui a donné son nom au pays, Niger Area en anglais. Et le drapeau du pays symboliserait la savane et la forêt en vert, traversée par le fleuve Niger en blanc. Donc ce pays est vaste, ce qui le place au contact de plusieurs zones climatiques. Le Sahel au nord, la savane au centre et la forêt équatoriale au sud. Et ces grandes variables climatiques induisent des modes de vie très différents qui ont imposé la cohabitation entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Dans la partie nord, on trouve les peuples Haoussa et Peul, largement présents dans le centre de l'Afrique. À l'origine, ce sont des peuples commerçants, caravaniers. Ils forment 33% de la population nigériane et leur langue, le Haoussa, est parlée dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans la partie sud-ouest du pays, on trouve les Yoruba, une des premières civilisations urbaines africaines. Ils forment 21% de la population. Et au sud-est, on a les Ibo, qui sont des agriculteurs sédentaires, qui comptent pour 18% de la population du pays. Ce sont les trois peuples majoritaires auxquels s'ajoutent près de 250 groupes ethniques différents. Les uns comptant quelques millions d'individus, mais d'autres seulement quelques milliers. Le Nigeria est aussi sur la ligne de contact des deux grandes religions monothéistes. Il a 40 à 45% de musulmans, plutôt au nord. Le christianisme est plutôt au sud, 40% de chrétiens dans le pays, dont 25% de protestants. On voit là aussi les zones animistes, soit environ 15% de la population. Donc en résumé, des Ibo, des Haoussa, des Yoruba, plus de 250 peuples différents, des chrétiens, des musulmans, des animistes, une immense superficie, donnant sur des climats différents, dictant des modes de vie différents. Alors justement, comment fonctionne cette fédération nigériane ? Les frontières externes de ce pays sont un héritage direct du colonisateur britannique qui, au XIXe siècle, ne raisonne nullement en fonction de la localisation des peuples ou de leur culture. Et lorsque le Nigeria devient indépendant en 1960, il s'organise dans cette enveloppe artificielle en fédération composée de 3 États, Northern, Western et Eastern Regions, qui correspondaient en fait aux 3 ethnies dominantes et aux aires de produits agricoles, l'arachide au nord, le cacao à l'ouest, l'huile de palme à l'est. Et pour tenter de répondre aux identités et aux tensions, le nombre de ces États fédérés ne va pas cesser d'augmenter au fil des années. De 3 États en 1960, le Nigeria passe à 36 États en 1996, auxquels s'ajoute le territoire fédéral de la capitale, Abuja. Alors justement, comment fonctionne cet État ? Depuis son indépendance, le Nigeria a connu 10 ans de régime civil et l'armée est restée à la tête du pays pendant 28 ans. Les diverses juntes au pouvoir en ont profité pour placer des officiers supérieurs à la tête des compagnies aériennes, des compagnies maritimes, d'électricité, des compagnies immobilières et bien entendu des compagnies pétrolières. Car après le choc pétrolier de 1973, le pétrole et le gaz deviennent la principale source de devises et remplacent peu à peu la production agricole du pays. Le sorgho, le mil, le manioc, le cacao ou encore l'arachide, dont le Nigeria reste le 3e exportateur mondial. Regardez ces images tirées de Google Earth. Elles nous montrent les côtes nigérianes et en remontant le delta du fleuve Niger, on arrive à Port Harcourt où est raffiné et stocké une partie du pétrole exploité sur terre et en offshore. Le Nigeria est aujourd'hui le premier producteur d'Afrique, le 6e exportateur au monde en 2005, surtout vers les États-Unis et vers l'Europe.
Sa production de gaz pourrait être multipliée par 2 d'ici 2010. L'usine de liquéfaction de Bonny, qui permet d'exporter le gaz par bateau, va être agrandie pour que le Nigeria devienne l'un des premiers exportateurs de gaz liquide au monde, et en particulier d'ailleurs vers l'Europe. Il existe aussi un projet de gazoduc partant de l'ouest du pays pour alimenter le Bénin, le Togo, le Ghana. Les revenus pétroliers sont donc une véritable rente. Ils forment à eux seuls près de 80% du budget de l'État. On a une croissance de 6% en 2006, des réserves en hydrocarbures qui sont très importantes. Le pays est le 3e récipiendaire des investissements étrangers en Afrique. On a donc un pays riche, sauf que ses habitants sont pauvres. Le PIB moyen par habitant, entre 1975 et 2004, a stagné. Il était en 2004, selon la Banque mondiale, de 560 $, soit moins qu'au Sénégal, ou encore moins qu'au Soudan. La mortalité infantile est de 100 pour 1000, alors que la moyenne sur le continent africain est de 84 pour 1000. L'espérance de vie stagne, comme le montre l'indice de développement humain, qui place le Nigeria à la 159e place sur 177 États mesurés. En somme, on a donc typiquement un État qui fait le grand écart entre ce que lui permettraient les revenus pétroliers, qui ne cessent d'augmenter, et la situation économique et sanitaire de ses populations qui se dégradent. Alors comment expliquer justement un tel écart? Selon l'organisme indépendant Transparency International, qui note les pays en matière de corruption, le Nigeria figure en 2006 à la 146e place sur 163 pays notés. Alors évidemment, les revenus pétroliers ne disparaissent pas pour tout le monde. Rappelons simplement un fait. En octobre 2005, la Confédération helvétique, la Suisse, a restitué à l'État nigérian 450 millions d'euros que le président nigérian, Abacha, qui est mort au pouvoir en 1998, avait placés sur ses comptes personnels dans des banques à Genève. Donc les revenus du pétrole sont partiellement détournés, mal redistribués, ce qui alimente les tensions entre certaines ethnies du pays et le gouvernement central. Regardons plus précisément le delta du Niger. La situation de certaines populations se traduit par une augmentation de l'insécurité dans cette région du delta, notamment dans l'aire culturelle Idjos, qui est l'une des régions les plus affectées par l'instabilité. Depuis les années 2000, les sabotages contre les installations pétrolières se multiplient, ainsi que les prises d'otages. Au total, en 2006, on a une vingtaine d'enlèvements, visant en particulier la Shell, qui s'interroge sur le maintien de sa présence dans la région. Ces enlèvements sont revendiqués par le MENT, le Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. C'est là un nom qui fédère plusieurs groupes ethniques, politiques, voire mafieux de la région du delta. Et derrière ces enlèvements ou ces sabotages, il y a un refus de cette situation que nous venons de décrire. Il y a une politisation progressive des Ibo, des Ibibio, des Ogoni, qui tentent de peser sur le contrôle des attributions foncières, ou bien qui se plaignent de la forte pollution de leur territoire liée à l'exploitation des hydrocarbures qui les empêchent tout simplement de pêcher ou de cultiver leurs champs. Alors ces peuples ont des revendications précises: emploi, indemnité foncière, interruption des pollutions, et ceux qui ont pris les armes amalgament, à juste titre ou non, le gouvernement nigérian et les compagnies pétrolières étrangères, qu'elles soient américaines ou européennes. Dans le classement 2006 du MOSI et de la COFAS, le Nigeria obtient la note D, ce qui indique risque très élevé. Eh bien, malgré cette très mauvaise note, les investissements étrangers se multiplient. Les candidats à l'élection présidentielle de 2007 au Nigeria ont promis la fin du désordre dans le delta du Niger et le changement dans la gestion de la rente pétrolière. Eh bien, ce sera intéressant de voir si ces promesses sont tenues. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les pressions diplomatiques ou celles des Nations Unies sur le nouveau gouvernement nigérian ont beaucoup moins de poids que celles que pourraient exercer, par exemple, Shell, Agip ou Total. Je vous conseille de découvrir cette très bonne revue de démographie qui s'appelle Population et Avenir. Le numéro d'avril 2007, justement, est consacré au Nigeria, un géant africain, géopolitique et population.